Il existe en ce moment un problème massif, et il implique l'une des personnalités politiques les plus puissantes de la planète entière. Le président du pays de la jungle des États-Unis a mis sens dessus, dessous l'hémisphère occidental, et maintenant, il a mis dans le viseur un autre morceau de territoire à ajouter à sa collection grandissante. Plus précisément, ce morceau de terre, ici, le Groenland. Mais il y a un problème. Ce territoire appartient déjà à quelqu'un. Le Groenland est un territoire autonome du Royaume du Danemark. En d'autres termes, le Groenland est essentiellement libre de gérer ses propres affaires. Et les Groenlandais ne sont absolument pas contents que le singe, le plus puissant de Washington, les regarde de la tête aux pieds. Car le président du pays de la jungle des États-Unis a déclaré publiquement que les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il a même dit qu'il était prêt à le prendre, que les Groenlandais le veuillent ou non. Ce qui est plutôt étrange, étant donné que les États-Unis n'ont jamais réellement possédé le Groenland. Naturellement, les alliés au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sont profondément préoccupés. Le Danemark appartient à la même alliance que les États-Unis, et personne ne sait si cette alliance peut survivre à une querelle ouverte entre ses propres membres. Mais attendez, certaines choses ne s'ajoutent tout simplement pas. Le Groenland a été largement laissé tranquille pendant des siècles. Qu'est-ce qui en a donc soudainement fait le bien immobilier le plus précieux de la Terre? Comment cela affectera-t-il la vie des quelques 60 000 personnes vivant sur l'île, maintenant prises dans un feu croisé géopolitique qu'elles n'ont jamais demandé? Et finalement, est-ce vraiment une question de sécurité nationale, comme le prétend le président, ou y a-t-il beaucoup plus derrière cette histoire qu'il n'y paraît à première vue? Voici la crise du Groenland. Expliqué. Alors, qu'est-ce que le Groenland exactement? C'est une île massive, située près du pôle Nord, juste à côté des forêts d'érable canadiennes, et au nord de la jungle des États-Unis, à ne pas confondre avec l'Islande. Même si techniquement, les deux îles sont recouvertes de glace pendant la majeure partie de l'année, ce qui a semé la confusion chez les voyageurs et les étudiants en géographie depuis des générations. Malgré le climat extrêmement rude et glacial de l'île, près de 60 000 Groenlandais ont appelé cette île leur foyer depuis des siècles, ce qui en fait l'une des masses terrestres les moins densément peuplées de toute la surface de la Terre. Et la taille gigantesque du Groenland n'est absolument pas une exagération. Avec une superficie de près de 2,2 millions de kilomètres carrés, soit 840 000 miles carrés, il est beaucoup plus grand que la plupart des gens ne le penseraient initialement en regardant une carte du monde standard. La raison pour laquelle il semble plus petit qu'il ne l'est réellement tient à la façon dont la plupart des cartes du monde déforment les masses terrestres près des pôles. En réalité, le Groenland est suffisamment grand pour contenir la plupart des territoires de l'Union européenne, combinés à l'intérieur. Cependant, le Groenland et ses calottes glaciaires environnantes rétrécissent à un rythme alarmant et qui s'accélère rapidement depuis plusieurs années en raison du réchauffement climatique. D'énormes glaciers qui existaient depuis des millénaires fondent maintenant à un rythme que les scientifiques décrivent comme sans précédent. Ce qui nous amène à la question centrale: pourquoi cet intérêt soudain pour le Groenland? Pourquoi maintenant, après des siècles de relative tranquillité,
car rappelons-nous, le réchauffement climatique est quelque chose qui a été largement minimisé, réduit et même carrément nié par l'administration actuelle à Washington. Le président du pays de la jungle des États-Unis a retiré le pays de l'accord de Paris sur le climat, tournant le dos à l'un des engagements environnementaux internationaux les plus importants de l'histoire moderne, ainsi que de nombreux autres cadres de protection de l'environnement. Donc, si le réchauffement climatique n'est soi-disant pas un problème sérieux, pourquoi le président des États-Unis est-il soudainement si intensément intéressé par une île qui a été largement ignorée et négligée pendant des siècles? C'est là que les choses deviennent très intéressantes. Vous voyez toute cette glace qui fond? Ce n'est pas seulement une catastrophe environnementale qui se déroule au ralenti. Cela déverrouille aussi quelque chose que l'administration actuelle à Washington désire désespérément et a désiré depuis très longtemps. Premièrement, à mesure que la glace fond, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent à travers l'océan Arctique. Nous parlons de routes océaniques qui pourraient réduire le temps de trajet entre l'Asie et l'Europe de jusqu'à 40%, économisant des semaines entières sur les temps de navigation actuels et réduisant considérablement le coût du transport de marchandises à travers le monde. Ce n'est pas un petit détail. C'est une révolution potentielle dans le commerce mondial. Cela peut être difficile à visualiser si vous êtes habitué aux cartes du monde plates standard. Mais si vous changez de perspective et regardez le globe d'en haut, c'est-à-dire depuis le pôle Nord, les choses commencent à avoir beaucoup plus de sens très rapidement. En raison du réchauffement climatique, les routes maritimes, précédemment bloquées par une épaisse glace arctique permanente, deviennent lentement, mais régulièrement, entièrement navigables. La plus importante, stratégiquement, est le passage du Nord-Ouest, qui longe la côte nord du Canada, et, encore plus essentiellement, la côte du Groenland. Cette seule route maritime a le potentiel de réduire les routes maritimes existantes entre l'Asie et l'Europe de jusqu'à 4000 km, soit environ 2500 miles. Pensez à ce que cela signifie en termes de coût de carburant, de délai de livraison et de puissance économique. Et quiconque contrôle le Groenland contrôle essentiellement l'accès à ces routes commerciales, potentiellement de 1000 milliards de bananes, surtout une fois que la glace aura complètement fondu dans les prochaines décennies. Mais les routes maritimes ne représentent que la moitié de l'histoire. Et à bien des égards, ce n'est même pas la moitié la plus importante. Car sous toute cette glace qui fond profondément dans le sol gelé du Groenland, se trouve quelque chose encore plus précieux qu'un raccourci à travers l'océan. Le Groenland est estimé avoir environ 1,5 million de tonnes métriques de réserves de minéraux de terres rares. Cela en fait la 8e plus grande concentration de matières de terres rares dans le monde entier. Et ces matériaux ne sont pas seulement précieux, ils sont considérés comme absolument indispensables à l'économie mondiale moderne. Les éléments de terre rares sont à la base de tout, du smartphone dans votre poche à la batterie alimentant une voiture électrique, en passant par les systèmes de guidage à l'intérieur des jets militaires modernes. Sans les terres rares, la technologie qui fait tourner le XXIe siècle ne peut tout simplement pas fonctionner. Et la demande pour ces matériaux croît plus vite que jamais, alimentée par l'expansion mondiale rapide des véhicules électriques.
des systèmes d'énergie renouvelable et des technologies militaires avancées. Cela seul soulève déjà quelques sourcils concernant la prétention du président que tout cela est purement une question de sécurité nationale. Mais quand on tient compte de la rivalité persistante entre la jungle des États-Unis et le panda, c'est-à-dire la Chine, les choses commencent à apparaître sous un jour beaucoup plus net. À l'heure actuelle, le panda contrôle environ 90% de l'approvisionnement mondial total en matière de terres rares traitées. Ce n'est pas une faute de frappe. 90%. Cela donne à la Chine un levier extraordinaire sur chaque pays de la Terre qui dépend de la technologie moderne, ce qui, au XXIe siècle, signifie essentiellement chaque pays de la Terre. Mais cela devient encore plus compliqué. Le panda s'est déjà positionné stratégiquement et a acquis une participation significative dans Kvanefjeld, l'un des plus grands et des plus prometteurs gisements de terres rares, situés sur le Groenland même. La Chine est donc déjà là, en train de développer sa présence économique, dans le cadre de son initiative géopolitique plus large, connue sous le nom de route de la soie polaire. Donc, si le président des États-Unis réussissait à annexer le Groenland, cela pourrait changer cette équation mondiale des terres rares du jour au lendemain, donnant aux États-Unis un accès direct à une réserve minérale massive, actuellement partiellement sous influence économique chinoise, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Et c'est là que le grand plan commence à montrer des fissures très sérieuses. Il existe un certain nombre de problèmes significatifs et profondément inconfortables avec le plan ambitieux du président de se libérer de l'emprise du panda sur le marché des terres rares. Premièrement, les gisements de terres rares au Groenland seraient de qualité assez médiocre par rapport aux autres gisements connus dans le monde. Nous parlons de moins d'1% de teneur en terres rares dans le minerai, contre des concentrations de 5 à 10% trouvées dans des gisements d'autres parties du monde. Un minerai de faible qualité signifie que vous devez traiter vastement plus de matières premières pour extraire la même quantité d'éléments de terre rares, utilisables, ce qui augmente considérablement les coûts et la complexité. De plus, le climat au Groenland est vraiment brutal. Les températures peuvent plonger à des niveaux extraordinairement bas, les tempêtes sont fortes et fréquentes, et la saison d'exploitation pour les activités minières, à grande échelle, est extrêmement limitée. Cet environnement difficile signifie qu'il n'existe actuellement pratiquement aucune infrastructure industrielle nulle part sur l'île pour traiter les terres rares à une échelle significative. La construction de cette infrastructure depuis zéro, dans l'un des environnements les plus rudes de la Terre, nécessiterait des décennies de travail et des centaines de milliards de bananes en investissement. Et nous n'avons même pas encore abordé l'une des complications les plus graves, le fait que les gisements de terres rares au Groenland contiennent des quantités significatives de matériaux radioactifs incorporés aux côtés des minéraux précieux. Plus précisément, le thorium et l'uranium se trouvent en concentration élevée mélangées aux terres rares. Le traitement de ces gisements générerait de grandes quantités de déchets radioactifs, soulevant d'énormes défis environnementaux et réglementaires qui ont déjà bloqué ou retardé plusieurs propositions minières antérieures sur l'île. Mais voici peut-être la vérité la plus inconfortable de toutes.
Même si le président des États-Unis réussissait demain à établir des opérations minières à pleine échelle au Groenland, il devrait quand même expédier les matières premières extraites au Panda pour le traitement, car la Chine est actuellement le seul pays au monde avec les installations industrielles, l'expertise technique et la capacité de traitement nécessaires pour gérer le raffinage des terres rares à l'échelle requise par le marché mondial. Donc, le grand plan pour se libérer de la domination du Panda sur le marché des terres rares dépend toujours fondamentalement et inévitablement du Panda. Allez comprendre. Mais attendez, qu'en est-il de tout cet argument de sécurité nationale qui ne cesse d'être répété? Y a-t-il une vraie vérité là-dedans? Ou est-ce simplement une histoire de couverture commode, conçue pour justifier quelque chose qui est vraiment une question de pouvoir économique et géopolitique? La réponse honnête est « c'est vraiment compliqué ». La dimension de sécurité nationale est réelle, mais elle ne dit pas toute l'histoire. La situation géographique du Groenland est réellement et indéniablement stratégique d'un point de vue militaire. Il est situé directement entre l'Amérique du Nord et la Russie, positionné au milieu de l'Atlantique Nord et de l'océan Arctique. Quiconque contrôle le Groenland a les yeux sur les deux approches océaniques simultanément, un avantage stratégique significatif dans toute confrontation militaire sérieuse. Le pays de la jungle des États-Unis a compris cela depuis des décennies. Les États-Unis maintiennent une présence militaire continue au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale. La base spatiale Pituffik, anciennement connue sous le nom de base aérienne de Thulé, est une installation militaire des États-Unis active et opérationnelle utilisée pour les systèmes de défense antimissiles, les réseaux radars d'alerte précoce et la surveillance des routes maritimes de l'Atlantique Nord. Elle est un composant crucial et fonctionnel de l'infrastructure de défense nord-américaine depuis plus de 70 ans. Donc oui, il y a une vérité authentique et légitime dans l'argument de sécurité nationale. La valeur stratégique du Groenland est réelle et bien documentée. Mais voici exactement où la logique commence à se briser et la justification revendiquée commence à s'effriter. Si les États-Unis ont déjà une base militaire pleinement opérationnelle au Groenland, si les États-Unis ont déjà des accords de défense complets avec le Danemark, et si le Danemark est un membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la même alliance construite sur la défense mutuelle et la sécurité collective, pourquoi le président des États-Unis a-t-il besoin de posséder directement l'île entière? Que leur apporte la pleine propriété politique et territoriale que les arrangements existants ne couvrent pas déjà? La réponse, quand on écarte toute la rhétorique, est étonnamment simple et révélatrice. Le président veut un contrôle complet et unilatéral. Pas de négociation avec des alliés, pas de demande d'autorisation, pas de consultation diplomatique, pas de partage des avantages économiques. Juste un accès complet, illimité et unilatéral aux routes maritimes, aux dépôts minéraux, à la position militaire stratégique et le pouvoir unilatéral de retirer entièrement les intérêts économiques chinois du gisement de Kvanefjeld, selon ses propres termes et son propre calendrier. Maintenant, nous avons une image beaucoup plus claire et complète de la raison pour laquelle le président des États-Unis pousse si intensément et de manière si persistante à placer le Groenland sous contrôle direct des États-Unis. Pourtant,
rien de tout cela ne change la réalité diplomatique et juridique fondamentale que le Danemark, et par extension le Groenland, sont tous les deux membres à part entière de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce ne sont pas des adversaires ou des partis neutres. Ce sont des alliés liés par les mêmes engagements de défense collective que les États-Unis eux-mêmes. Malheureusement, cela ne semble pas créer de pause ou de retenue significative à Washington. Le président a rendu parfaitement clair qu'il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour sécuriser le Groenland. Et ce n'est pas une menace à prendre à la légère, surtout quand on considère que le président a donné suite à des demandes similairement extrêmes dans la jungle vénézuélienne, seulement quelques semaines après l'escalade des tensions là-bas. Et il vaut la peine de rappeler que ce n'est pas la première fois que le pays de la jungle des États-Unis a tenté d'acquérir le Groenland. L'histoire enregistre pas moins de 3 tentatives précédentes pour acheter l'île, en 1867, en 1917 et à nouveau en 1946. Le président lui-même a fait une tentative lors de son premier mandat en 2019, qui a été publiquement rejetée et largement tournée en dérision à l'époque. Mais cette fois, le ton et l'approche ont changé de façon fondamentale. Les tentatives précédentes étaient présentées comme des offres d'achat et des négociations diplomatiques. Cette fois, le langage s'est décidément éloigné de l'achat pour se rapprocher de la prise par la force. Le président a publiquement et à plusieurs reprises déclaré que les États-Unis ont besoin du Groenland et ont l'intention de l'obtenir, que les habitants actuels et leur gouvernement le veuillent ou non. Il a ouvertement déclaré qu'il gérerait la situation à la manière facile ou à la manière difficile. Et au cas où quelqu'un aurait encore des doutes sur le sérieux de tout cela, la Maison-Blanche a rendu parfaitement clair, à plusieurs occasions, que la force militaire reste une option fermement sur la table. Laissez cela s'imprégner un moment. Le gouvernement du pays de la jungle des États-Unis menace ouvertement et publiquement d'éventuelles actions militaires contre le Groenland, qui est un territoire appartenant au Danemark, qui est, encore une fois, un membre pleinement engagé et de longue date de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La même alliance que les États-Unis ont contribué à créer après la Seconde Guerre mondiale. La même alliance dont le principe fondateur est qu'une attaque contre un membre est traitée comme une attaque contre tous les membres. Et maintenant, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se trouve dans une crise réelle et sérieuse. Une crise générée non pas par un adversaire extérieur, mais de l'intérieur de ses propres rangs. Car si le pays de la jungle des États-Unis peut ouvertement menacer un État membre de conséquences militaires, qu'est-ce qui l'empêche, logiquement, d'en menacer d'autres? Et qu'est-ce qui empêche l'alliance entière, l'une des structures de sécurité les plus importantes et les plus durables de l'histoire moderne, de se fracturer et de s'effondrer complètement? Les dirigeants européens observent cette situation se développer avec une alarme non dissimulée, remettant ouvertement et publiquement en question si leur relation de sécurité vieille de plusieurs décennies avec les États-Unis peut encore être considérée comme fiable ou digne de confiance. Le Danemark a fermement, clairement et à plusieurs reprises rejeté toute vente, transfert ou prise de contrôle forcée du Groenland. Au fur et à mesure que ces événements se déroulent, le Danemark renforce activement ses propres engagements de défense nationale et travaille d'urgence
à coordonner une réponse unifiée avec ses alliés européens. Mais le président ne cède pas. En fait, la pression s'intensifie avec une combinaison de menaces, d'incitations et de leviers économiques appliqués simultanément. Certains rapports crédibles suggèrent que les États-Unis pourraient être prêts à offrir aux Groenlandais individuels jusqu'à 100 000 bananes, chacun, comme incitation financière, pour voter en faveur de la sécession du Danemark. C'est une pression économique, déguisée en choix démocratique généreux. La Banque Export-Import des États-Unis envisage également, selon des rapports, un prêt de 120 millions de bananes pour financer un projet d'exploitation minière de terres rares au Groenland. Un financement remarquable, envisagé pour un territoire que le pays de la jungle des États-Unis ne possède pas légalement et sur lequel il n'a aucune revendication reconnue. Mais peut-être l'élément le plus extraordinaire de toute la situation est l'affirmation, venant de Washington, selon laquelle des navires militaires russes et chinois envahissent activement les eaux entourant le Groenland, dans le cadre d'une opération conjointe, coordonnée spécifiquement conçue pour saper les intérêts des États-Unis. Le seul problème significatif avec ce récit alarmant, les personnes qui vivent réellement au Groenland disent qu'elles ne peuvent voir aucun de ces prétendus navires. La marine danoise, qui patrouille activement et continuellement ces eaux, ne signale absolument aucune activité inhabituelle d'aucune sorte. À ce stade, il n'est guère surprenant que la grande majorité des Groenlandais vivent dans un état de peur authentique et d'anxiété profonde. Des habitants à travers l'île ont exprimé une peur profonde, une colère intense et un sentiment écrasant d'être traités comme une propriété, comme une ressource à acquérir et à exploiter, plutôt que comme des êtres humains avec leur propre histoire, culture, identité et droit à l'autodétermination. Des gens ordinaires sont descendus dans les rues lors de manifestations publiques, rendant leur position absolument et sans équivoque claire. Ils ne sont pas à vendre, ils ne veulent pas être annexés, et ils veulent simplement que le monde les laisse en paix. Seulement 6% de tous les Groenlandais expriment un quelconque soutien à l'idée d'une prise de contrôle par les États-Unis. 6%. Ce n'est pas une population divisée tiraillée entre deux options. C'est un rejet écrasant, quasi unanime. Imaginez vous réveiller un matin pour découvrir que votre maison, la terre où votre famille a vécu et construit sa vie depuis d'innombrables générations, a soudainement été déclarée monnaie d'échange dans une lutte de pouvoir entre des superpuissances lointaines. Personne n'a demandé votre avis. Personne ne vous a consulté. Vous vouliez simplement vivre votre vie avec un degré raisonnable de sécurité et de dignité. Mais maintenant, la force militaire la plus puissante sur la face de la Terre discute publiquement de prendre votre île, et votre communauté peut faire peu de choses pour l'en empêcher. Ce n'est pas un scénario hypothétique. C'est la réalité quotidienne que chaque personne ordinaire vivant au Groenland doit naviguer en ce moment même. Heureusement, la résistance, tant au sein du Groenland que dans la communauté internationale, se construit rapidement et avec une force croissante. L'Union européenne a rendu parfaitement clair qu'elle n'abandonnera pas le Danemark et le Groenland dans cette situation. Dans une rare et significative déclaration diplomatique conjointe, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne ont collectivement et publiquement rejeté les efforts du président
pour acquérir le Groenland par quelque moyen que ce soit. Ce type de résistance transatlantique unifiée signale une détérioration sérieuse et potentiellement durable de la confiance entre l'Europe et l'administration actuelle à Washington. Dans le pays de la jungle des États-Unis lui-même, des citoyens ordinaires dans des villes à travers le pays sont descendus dans les rues pour participer à des manifestations publiques, condamnant explicitement le langage du président concernant l'utilisation de la force militaire contre des nations et territoires alliés. L'idée que le militaire des États-Unis pourrait être déployé contre ses propres partenaires de longue date du traité a touché une corde sensible dans une grande partie de la population. Et la dissidence n'est pas limitée aux manifestants dans la rue. D'anciens hauts fonctionnaires du gouvernement, des personnes qui ont consacré leur carrière à construire et à maintenir les alliances maintenant menacées, sont sortis publiquement pour avertir que toute action agressive contre le Groenland et le Danemark détruirait systématiquement des décennies de bonne volonté internationale, patiemment construite, et endommagerait gravement le cadre de dissuasion qui a maintenu l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en fonctionnement efficace depuis plus de 70 ans. Même les législateurs élus dans le pays de la jungle des États-Unis prennent des mesures concrètes, travaillant activement à rédiger et à faire avancer une législation qui placerait des restrictions légales sur l'autorité du président à ordonner des actions militaires contre le Danemark, le Groenland ou tout autre État membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette crise est donc encore très loin d'être résolue. Si vous regardez ceci et vous trouvez sincèrement préoccupé par la perspective que la force militaire la plus puissante sur Terre soit dirigée contre ses propres alliés de longue date, la bonne réponse est un engagement actif. Parlez à vos représentants élus. Faites connaître vos préoccupations publiquement et de manière persistante. La responsabilité démocratique dépend des citoyens qui choisissent de participer plutôt que de simplement observer. Et gardez à l'esprit, au moment où ceci vous parviendra, la situation sur le terrain aura peut-être évolué d'une manière impossible à prévoir. Le rythme des événements en politique internationale peut être à couper le souffle, et cette histoire particulière ne montre aucun signe de ralentissement. Mais on ne peut s'empêcher de réfléchir à un schéma récurrent dans l'histoire. Combien les choses seraient-elles différentes si les individus qui préconisent le plus ardemment des solutions militaires, ceux qui sont si prompts à menacer, intimider et finalement recourir à la force, devaient se tenir eux-mêmes en première ligne et vivre personnellement les conséquences des conflits qu'ils proposent si volontiers? Peut-être alors, les calculs sembleraient très différents. Peut-être alors, la diplomatie et le respect du droit international sembleraient des options considérablement plus attrayantes qu'ils ne le paraissent apparemment depuis un bureau à Washington. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le président du pays de la jungle des États-Unis parler d'acquérir le Groenland, de l'obtenir à la manière facile ou à la manière difficile, vous savez maintenant exactement ce qui se passe réellement sous la surface et quels sont les véritables enjeux pour chaque singe impliqué. Il ne s'agit pas simplement d'une île dans l'Arctique. Il s'agit des règles qui gouvernent la façon dont les nations interagissent les unes avec les autres.
et si ces règles ont encore la moindre signification.